Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Nous sommes le mercredi 16 septembre 2015, 60 minutes pour comprendre la 13e. Déjà, vous êtes avec nous avant l'émission déjà, puisque vous êtes nombreux à avoir réagi à l'annonce du sujet de l'émission ce soir. Nombreux sur Facebook, nombreux sur le hashtag 60MPC sur Twitter. Continuez à le faire, ça nous permettra d'alimenter les débats et la discussion de ce soir. Comme tous les soirs, pendant 60 minutes, nous essaierons de comprendre, et ce en compagnie d'observateurs et d'acteurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, dans 60 minutes pour comprendre, Mehdi Abdan. Vous êtes médecin chirurgien, membre de la Commission nationale des médecins internes et résidents. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Amin Haddad, vous êtes représentant du Conseil des étudiants de la faculté de médecine de Casablanca. Professeur Abdelhakim L'Khdar, vous êtes professeur en neurochirurgie au CHU Ibn Rushd de Casa et à la faculté de médecine de Casa. Ma fille, mon fils, tu seras médecin. Cette phrase continuera-t-elle de résonner dans l'esprit de nos jeunes, assénés par des parents soucieux de l'avenir de leurs enfants? En tout cas, les étudiants en médecine sont en colère et ils ne ménagent aucun effort pour le faire savoir. Boycott de la rentrée, sit-in à Casa, Rabat, Marrakech, action de communication coup de poing, marche prévue demain à Rabat. La cause ? L'annonce par notre ministre de la Santé, Hussein Lourdi, le 14 avril dernier, de l'instauration d'un service sanitaire obligatoire avant la fin de l'année. Étudiants en médecine, une grève justifiée, point d'interrogation, c'est le titre de l'émission de ce soir. Depuis le début du mois de septembre, les étudiants en médecine ont du mal à avaler la pilule. La Commission nationale des étudiants en médecine a en effet appelé au boycott total de la rentrée universitaire. Résultat, 100% des étudiants des facultés de médecine de Casablanca, Fès, Marrakech et Oujda, et plus de 90% des étudiants de la faculté de Rabat boycottent cette année la rentrée universitaire. Ils dénoncent le projet de loi de service national sanitaire porté par le ministre de la Santé, Hussein Lourdi. Pendant une durée de 2 ans, le service national sanitaire est obligatoire pour tous les titulaires de doctorat en médecine, les médecins spécialistes et les licenciés en infirmerie. Chaque diplômé sera dans l'obligation d'exercer dans une partie enclavée du royaume pendant 2 ans. Ils seront rémunérés comme leurs homologues de la fonction publique et auront les mêmes responsabilités que les médecins du secteur public. Ils bénéficieront également d'avantages sociaux, comme la prise en charge de leurs frais de transport, ainsi que l'indemnisation de leur garde. Par contre, ils ne pourront pas prétendre à une embauche, mais ils auront la possibilité de passer des concours. Leur mécontentement prend une tournure encore plus dramatique. À Rabat, une marche nationale sera organisée demain. En plus des étudiants, médecins internes et résidents se joigneront au mouvement. Ils menacent d'entrer en grève ouverte à partir du 1er octobre si une solution n'était pas rapidement trouvée. Le fonctionnement de l'ensemble des centres hospitaliers universitaires risque alors d'être totalement perturbé. Quels sont les points spécifiques du SNS qui provoquent un mouvement d'une telle ampleur ? Alors, c'est vrai que c'est un vaste sujet, je le dis encore, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux. Nous ne pourrons pas prendre toutes les questions bien sûr, mais je vous ferai réagir parce que c'est très partagé sur Twitter et sur Facebook. J'aimerais d'abord répondre à un tweet auquel on s'attendait, où on a un tweet qui nous demande, plusieurs qui nous demandent pourquoi le ministère de la Santé n'est pas présent sur ce plateau. Je vous répéterai la même réponse que j'ai fait hier. Cette émission est faite au jour le jour et le ministère n'a pas pu nous dépêcher quelqu'un. Aujourd'hui, nous n'avons pas essuyé de refus. Personne n'a été dépêché aujourd'hui. Bien, alors, juste pour revenir à la cause de cette mobilisation qu'on voit qui est quand même assez générale, très suivie par les étudiants en médecine, le service sanitaire obligatoire. Est-ce qu'on peut expliquer en gros cette annonce qui avait été faite le 14 avril dernier et semaine dernière, un projet de loi qui a été déposé. Ce service, c'est quoi exactement? En quoi il consiste? Bonsoir, tout d'abord merci pour l'invitation. Avant, si vous permettez une petite parenthèse, on déplore l'absence de monsieur le ministre de la Santé. On l'a vu dans le reportage, il est souvent entouré de micros, mais il n'est jamais là pour des débats, pour des face-à-face. Et ça, on le déplore, c'est pas la première fois. Il est en déplacement, hein. Il est en déplacement, bon, je le précise. Pour une raison X ou Y, les représentants du ministre ne sont pas là aujourd'hui, et ça, on le déplore. On aurait aimé animer le débat, les masques tomberont ainsi. Malheureusement, il n'est pas là. Bon, on va essayer de faire comme on peut pour essayer d'expliquer aux gens, puisqu'on a 60 minutes pour comprendre le sujet. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un mouvement uniquement des étudiants, mais bien plus élargi que ça. C'est un mouvement des étudiants, des médecins internes et résidents et du médecin marocain
en soi. Donc c'est un mouvement des médecins et des futurs médecins. Donc le ministère, il essaie de nous faire porter le chapeau des défaillances du secteur de la santé. On va y arriver, vraiment on va arriver à la mobilisation, on va essayer de décortiquer, j'aimerais juste y aller pas à pas. Ce service, est-ce qu'on peut le définir aujourd'hui, comprendre la cause de ce mouvement? Qu'est-ce qui a déclenché cette ire? C'est quoi ce service? Le service sanitaire, vous l'avez bien appelé obligatoire, c'est une tentative de la part du ministère de combler le manque en ressources humaines qui est actuellement dû à la mauvaise gestion du département ministériel. Donc c'est un projet de loi qui a été publié la semaine dernière. Et dans ce projet de loi, il a été donné un ultimatum de 15 jours. Donc c'est en réalité une feuille de guerre vis-à-vis de tous les professionnels de la santé, des étudiants et des médecins, puisque il nous dit que bon, on a 15 jours pour répondre, pour donner nos remarques, etc. On va y arriver. J'aimerais juste comprendre ce que c'est que ce service. En quoi ça va consister? On va arriver à toutes les revendications, aux mouvements, aux personnes qui sont concernées. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que ce service? En quoi ça va consister? Vous êtes étudiant en médecine. Donc en gros, comment vous allez vous projeter? On vous a dit ce service obligatoire. À quoi vous allez être, à quelle sauce vous allez être mangé finalement? Très bien. Alors ce service, c'est un projet de loi qui n'a pas encore été consommé. Donc c'est un service qui stipule que chaque médecin, après 8 ans d'études, il devrait faire 2 ans de travail obligatoire, et je signale sur le mot obligatoire, dans des régions. Ça n'a pas encore marqué la nature des régions. Est-ce que ce sont des régions qui sont... On a parlé de régions enclavées, mais enfin pour répondre à certaines Dans le raisons. projet de loi, ce n'est pas marqué que ce sont des régions enclavées. Il a marqué uniquement des régions. Nous ne savons pas si ce sont des régions enclavées ou au sein de la ville, mais ce sont des régions. Donc pendant 2 ans, et après, il n'y a pas d'intégration dans la fonction publique. C'est-à-dire que ce sont des médecins qui vont exercer, et après, donc, le sort, ce sera le chômage, la rue, on ne sait pas, point d'interrogation. D'accord. Alors, j'ai un étudiant, je vois plusieurs générations finalement. J'ai avant, j'ai pendant, j'ai encore pendant, mais avec un peu plus de bouteilles. Excusez-moi, mais c'est vrai, vous êtes professeur. Quelle est votre vision finalement de ce service obligatoire, sanitaire obligatoire? D'abord, je vous remercie de cette émission. Et alors, ce service obligatoire, bon, tel qu'on l'a lu dans le projet de loi qui est sur le site du ministère de la Santé, et qui a invité les acteurs à donner leur avis avec un ultimatum de 15 jours, c'est que tous lauréats de la faculté de médecine ou des anciens instituts de formation en carrière de santé sont assujettis à ce service de 2 ans pour, tout simplement, pour améliorer les conditions d'accès des citoyens aux soins. En fait, ce service existait déjà. Les infirmiers étaient affectés dans des régions très lointaines. Les médecins aussi. Qui c'est qui vaccine les citoyens au fin fond de la campagne? Moi, j'ai vécu et je suis né dans la campagne. Et j'ai été pris en charge par des médecins depuis les années 70 et 80. Ce service était toujours là, mais tout simplement, les conditions, c'est-à-dire l'accès aux soins, était bien sûr relativement, à chaque époque, il y a bien sûr des différences, mais ce service était là avec tout simplement de bonnes conditions dans lesquelles les médecins travaillaient. Ils ne travaillaient pas dans l'obligation, il était motivé pour le faire, il avait un statut, tout simplement. Maintenant, la différence, c'est que c'est un service obligatoire dans d'autres conditions. Et si vous voulez, avec le débat... Justement, quoi la différence? Vous dites que ça existait déjà. Alors la seule différence, c'est le caractère obligatoire de la chose. Si on veut mettre quelque chose d'obligatoire, c'est qu'il doit y avoir un manque quelque part. D'où ça vient? Ça existait déjà et ça existe toujours, puisque les résidents actuellement sont de 2 catégories, les bénévoles et les contractuels. Les contractuels signent un contrat de 8 ans pour servir le pays pendant ces 8 ans. Donc ils se donnent corps et âme pour le pays pendant 8 ans et dans des régions qui sont déjà enclavées. Donc pourquoi ne pas garder le même système? Je vais vous répondre. C'est uniquement parce que ce système impose à l'État des postes budgétaires, impose à l'État d'embaucher, impose à l'État qui a un manque colossal en médecins, impose d'intégrer systématiquement les médecins. Actuellement, ce que veut faire l'État, c'est avoir des médecins bon marché, c'est-à-dire des médecins qu'on va utiliser pendant 2 ans, et puis ensuite le chômage. Donc, juste à titre d'exemple, en 2009, 500 postes budgétaires pour des médecins généralistes contractuels. Et en 2015, 15 postes budgétaires. Là, on comprend la politique du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale. Manque de postes budgétaires, c'est un problème qu'il faut régler avec le ministère des Finances, puisque justement, le Maroc accuse le coup
il ne possède que 4,5% de la part du PIB qui est consacrée à la santé, alors que l'OMS préconise 12% pour un pays qui se respecte. Alors, oui, vous voulez réagir, après je vous poserai on va faire le constat sur la situation, et ça c'est très important pour comprendre peut-être cette décision, c'est la situation en termes de nombre de médecins au Maroc. Je vous laisse réagir, on parlera de ça juste après. Très bien. Je reviens juste sur la parenthèse de l'obligation, tout en sachant que la nouvelle constitution qui était accordée par 98% des Marocains, il interdit toute forme d'obligation de travail, tout en sachant aussi que le Maroc a signé plusieurs conventions qui interdisent toute forme d'obligation de travail, un travail forcé, une sorte d'esclavage ou manipulation. Le Maroc a accordé toutes ces interdictions. C'est dur comme terme là que vous utilisez là. Bien évidemment, c'est la convention de Genève en 1951 et la dernière convention de 2014. Vous pouvez revenir sur les conventions. C'est interdit d'obliger un travail à un citoyen. Donc pour nous, c'est un projet qui est contre la constitution marocaine et notamment contre toutes les conventions que le Maroc a signées. Ça, c'est contre la loi pour nous. Bon. Est-ce qu'il existe un benchmark ailleurs? Je vous ai posé la question juste avant qu'on commence l'émission. Un benchmark sur d'autres pays? Est-ce que ce service sanitaire obligatoire existe ailleurs? Bon, professeur. Moi, ce que je voulais dire au début, eh bien, tout d'abord, je souhaite que rapidement voir les étudiants dans leur amphi et dans les services hospitaliers, parce que c'est inquiétant de voir, ça fait 3 semaines quand même que la rentrée a commencé. On y arrivera, vous inquiétez pas, ça c'est vraiment un point extrêmement important. Et deuxièmement, les stages, parce que c'est très difficilement rattrapable et c'est la formation de toute une génération qui est en danger. Bon. Alors maintenant, concernant votre question, c'est que il y a quelques services, je pense en Algérie, il y a le service militaire d'1 année, et de toutes les façons, il y avait des conséquences désastreuses. Beaucoup de médecins algériens ne retournaient pas dans leur pays à cause du service obligatoire, quand ils se forment à l'étranger, par exemple, pour une spécialité. Et je pense que si on fait, il n'est pas très utile de faire un benchmarking, parce que nous avons un système de santé très particulier et très fragile. Très fragile. C'est toujours utile de se comparer et d'essayer d'avoir une base de comparaison. Mais il faut se comparer à un système. Quand on dit que les normes de l'OMS sont de 12% du budget de la santé, 12% du PIB, et qu'il faut appliquer les normes de l'OMS partout, et pas uniquement dans un seul domaine, celui des ressources humaines. C'est vrai que nous avons nous formons aujourd'hui beaucoup de médecins, mais le système ne peut pas en résorber autant. Le système de santé actuel ne peut pas en résorber autant. Donc on n'a rien comme base de comparaison pour savoir. Aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que, on vérifiera, mais de manière, ça serait inédit d'avoir un service sanitaire obligatoire pour les médecins? Ça serait bien plus qu'inédit, ça serait catastrophique. Excusez-moi le terme, c'est des termes un peu brutaux qu'on utilise ce soir. Ah, moi, on a bien compris, vous êtes bien remonté. Ce qui se passe actuellement, c'est que, comme a dit le professeur Larzal, c'est qu'il faut adapter les normes de l'OMS partout, c'est-à-dire non seulement dans les ressources humaines, mais aussi dans l'enceinte qui va abriter ces ressources humaines. Il nous faut des centres de santé médicalisés. Vous savez qu'il y a des centres de santé actuellement où il n'y a que l'éosine qui est un antiseptique, on ne peut rien faire avec, alors qu'en parallèle, on investit dans des hélicoptères, mais il faut médicaliser d'abord la médecine de proximité, ça c'est très important. Et aussi, nous, si vous voulez, notre idée, c'est on ne refuse pas un service de 2 ans. On demande même un service de 8 ans, mais un service de 8 ans qui respecte le citoyen et un service de 8 ans qui respecte le médecin. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser des médecins pendant 2 ans et les jeter après. Et on ne peut pas prendre des gens pour des dupes et leur donner des médecins sans outil de travail. Alors, je reviens sur finalement ce qui motivait ce projet de loi, tel qu'a été annoncé par le ministère. On voit la différence qu'il peut y avoir en termes des régions, la disparité en termes de couverture par médecin. On a 24% des médecins qui travaillent en milieu rural et 53% des médecins concentrés dans 3 régions seulement. Qu'est-ce qui explique ça ? Et est-ce que c'est la cause principale de ce projet de loi? Parmi les objectifs de ce système ou de ce projet d'obligation dans les régions enclavées, la répartition géographique des médecins entre le royaume. Revenons sur des chiffres. Nous avons actuellement, par exemple, dans l'axe Rabat-Casablanca, 2057 médecins. Nous avons 2 types de médecins, médecins de secteur privé et médecins de secteur public. Restons sur les médecins du secteur public. Nous avons 2057 médecins pour une population de 6 901 000 citoyens. Avec un petit calcul, nous nous retrouvons avec un médecin par 4 300 citoyens. Et les chiffres de l'Office mondial de la santé, c'est un médecin pour 600 citoyens. Et le quota national, c'est un médecin pour 1600
un médecin pour Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire? C'est que C'est-à-dire, même sur une région qui n'est pas rurale, on a un déficit en médecins? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Bien évidemment. Oui. Parce que monsieur le ministère a dit comme quoi il y a une mauvaise répartition des médecins, notamment les médecins. Ils se concentrent sur l'axe Rabat-Casablanca. Nous sommes en train de dire que même sur l'axe Rabat-Casablanca, il y a un manque de médecins. Bien évidemment dans le secteur rural, voire le secteur urbain. Vous levez le doigt sur les pas, on en fait. Allez-y, parlez, je vous en prie. Il y a un manque colossal de médecins. Qu'on nous explique pourquoi le ministère ouvre 15 postes budgétaires cette année. Les médecins de cette promotion-là étaient prêts à aller dans les régions les plus enclavées dès cette année, pour 8 ans et pour même plus s'il le faut. Mais pourquoi le ministère n'ouvre pas ces postes? Tout simplement, on a déjà posé la question aux premiers concernés, ils nous répondent pas d'argent. Donc pas de poste budgétaire. À ce moment-là, comment voulez-vous régler un problème qui est un département des ministères de la Finance? Il y a la loi de finances pour ça. C'est ça le réel problème. Ce n'est pas un problème. On ne va pas corriger ça en créant une loi de la sorte qui va obliger les gens à aller quelque part et ne pas travailler. On va pas dire aux gens, on va vous mettre des médecins ici, mais ils n'auront pas de stéthoscope ni de radio pour faire quoi que ce soit. Mais il faut bien qu'il y ait un médecin quelque... Alors bon, je prends aucune position, mais quand je vois ces chiffres-là qui sont quand même assez alarmants, je vais juste, pour que les gens qui nous regardent comprennent dans quelle situation on est déjà dans la situation globale et ensuite au niveau du rural. Bon, on a 5 médecins pour 10 000 habitants au Maroc, hein, c'est à peu près ça, on a 5 médecins pour 10 000 habitants. Si je compare à l'Algérie, 11 médecins pour 10 000 habitants. La Tunisie, 13 médecins pour 10 000 habitants. L'Espagne, on remonte vers le nord, 33 médecins pour 10 000 habitants. Et la recommandation de l'OMS, c'est 23 médecins pour 10 000 habitants. On est à 5 fois moins quasiment que la recommandation de l'OMS. Donc est-ce que quand on entend ces chiffres-là et quand on voit la répartition déjà du peu de médecins qu'on a, il n'y a pas une vraie réflexion à faire sur la répartition des médecins? Oui. Moi, je pense que ces chiffres bruts ne veulent rien dire. Tel chiffre, c'est vrai, c'est chaud quand même. Oui, hein. oui. Mais quand on voit notre système de santé, les médecins se répartissent dans les hôpitaux régionaux, par exemple, les centres de santé et les circonscriptions sanitaires dans les régions de proximité par rapport aux citoyens. Et c'est là où on peut parler effectivement de chiffres. Mais par exemple, dans les hôpitaux, on a un manque terrible de médecins. Dans la même région, je dis, dans la même région, et dans certains hôpitaux, on a un surplus de médecins. Et quand on a un médecin, par exemple un chirurgien, on n'a pas de bloc opératoire, ou on n'a pas d'infirmier au bloc opératoire, et donc le chirurgien peut ne pas travailler, ne peut travailler qu'une journée par semaine, ou une demi-journée par semaine, et ça, c'est un grand problème. Ce n'est pas uniquement un problème de nombre de médecins, c'est un problème de système qui a jusqu'à aujourd'hui échoué à rentabiliser le personnel existant déjà. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'un médecin sans structure dans une zone reculée ne sert à rien. Est-ce qu'il vaut mieux pas de médecin du tout? Il vaut mieux quand même un médecin sans matériel que pas de médecin du tout. Dans des régions reculées, on est d'accord. Mais est-ce que, comme a dit Dr Abdan tout à l'heure, au cours des années 2000, l'époque de Sikhi Allah yarhamou, quand il était ministre de la Santé, moi je me rappelle, il y avait énormément de postes de médecins généralistes, de concours d'intégration de médecins généralistes dans la fonction publique. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement, on veut avoir des médecins, mais on ne veut pas avoir des conditions dignes de médecins pour qu'ils travaillent dans une zone lointaine. C'est-à-dire, on veut le médecin, mais on ne veut pas payer ce médecin. Parce que tel que c'est stipulé dans le projet, c'est une rémunération. On va arriver à la rémunération parce que c'est vrai que ça c'est important de voir de quelle manière ils sont rémunérés. Bien évidemment. Je rejoins mon maître professeur Lkhtar pour l'idée, c'est qu'on veut être efficace. En tant que futur médecin, on veut être dans ces régions efficaces. Pour être pragmatique, par exemple, une simple urgence qu'on reçoit presque chaque jour, c'est l'appendicite. C'est une simple urgence. Si je suis dans une région enclavée et que j'attends 48... C'est une opération bénigne aujourd'hui, normalement. Bien évidemment. Et que j'attends 48 heures, au minimum, voire une semaine, parce que je n'ai pas de laboratoire d'analyse, parce que je n'ai pas un centre de radiographie. Donc, il faut attendre une semaine pour que, par la suite, je reçois les résultats et que, en fin de compte, le patient termine par un abcès, un choc septique, voire un décès.
on veut être, nous étions dans le secteur, la faculté publique et nous avons appris par nos maîtres d'être efficaces, avec une médecine efficace. Si nous boycottons aujourd'hui les cours et les stages hospitaliers, c'est pour demain, pour un bon avenir, pour une bonne médicalisation et pour un Maroc meilleur. Donc c'est quoi? C'est de la médecine low cost pour le rural? Je résume, je synthétise, mais c'est ça? C'est tout à fait ça, c'est de la médecine low cost. Alors, la situation actuelle, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'embaucher. Les médecins actuellement, ils sont prêts à partir dans toutes les régions du Maroc, dès demain, dès aujourd'hui. Mais c'est le cas, c'est le cas actuellement. Ça a toujours été le cas. Je pose la question. Mais par contre, ce qui nous embête dans l'histoire, c'est le mot obligé. Il faut motiver, il ne faut pas obliger, c'est-à-dire donner des conditions adéquates pour travailler, donner des motivations, il faut le dire, aussi salariales pour y aller, donner aussi des conditions de vie dignes pour un médecin pour y aller. Si j'y vais, que je trouve 4 murs où il y a écrit par-dessus « Ministère de la Santé », qu'est-ce que je vais faire dans cette région? Je n'ai rien à faire. Je ne vais pas être utile pour les citoyens. Alors je vais vous lire quelques tweets parce que c'est vrai que c'est intéressant. J'en ai beaucoup, j'en ai pas encore lu. J'en ai deux, voilà. Un pour, contre. Il y a des gens qui se posent des questions sur votre position par rapport à cette protestation. J'ai un tweet qui nous dit: est-ce que ce genre de protestation de la part des étudiants ne serait finalement pas une sorte d'ingratitude envers ce pays et ses citoyens? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Même si je ne suis pas concerné, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Je suis passé par différentes étapes, comme vous l'avez dit, depuis donc étudiant, jeune médecin, puis médecin ancien. Ayant été jeune médecin, donc je sais que quand même, autant on avance dans l'âge, on accumule et on va acquérir beaucoup plus d'expérience. Donc, même dans ces citoyens, on dit, on va leur envoyer des médecins qui viennent juste d'avoir leur diplôme pour première et deuxième année. Et après, ils vont partir. Et notre promotion première, deuxième année, ils vont jamais avoir des médecins expérimentés qui passent 20 ans dans les centres de santé ruraux et on les connaît. Il y a des médecins très anciens qui sont... Je ne diminue en rien la qualité de ces médecins. Mais, comme je vous ai dit, l'ancienneté joue un rôle important aussi. Donc, quand ces médecins, quand ces citoyens ne vont recevoir que des médecins qui seront en première et deuxième année d'exercice, ce n'est pas une bonne chose pour ces citoyens. Est-ce qu'ils n'ont pas droit à des médecins aussi expérimentés, avec plus d'expérience, plus d'ancienneté? Et on sait que beaucoup de médecins veulent bien s'installer dans le rural. Ça leur ferait plaisir, c'est des choix. Chacun de nous fait un choix à un certain moment de sa vie. Alors, je vous lis un autre tweet. Nous sommes prêts, alors c'est sûrement un médecin qui, c'est docteur, bon je ne vais pas dire qui c'est, mais nous sommes prêts à servir nos concitoyens, nous dit-il, où qu'ils soient, à condition que cela ne soit pas au détriment de nos droits les plus basiques. Ça, c'est une première réaction. Je vous lis la deuxième, parce que ça va dans le sens dans votre sens. Avant l'injection, la santé, c'est aussi l'assainissement des eaux, l'infrastructure routière. Nous ne sommes pas seuls à rembourser le pays. C'est juste pour répondre au tweet, bien évidemment. Alors, avant de boycotter les cours universitaires, les stages hospitaliers pour nos droits les plus légitimes, nous boycottons pour le citoyen. Parce que si on améliore la situation, c'est en faveur du citoyen. C'est pour que le citoyen n'attend pas 5 mois pour avoir un simple rendez-vous. C'est pour que le citoyen n'attend pas 6 mois pour avoir une simple radiographie. Ne parlons pas des scanners ainsi que les IRM. Donc, en fin de compte, nous voulons être des médecins dignes du serment d'Hippocrate. C'est pour le bien du patient. Et après, nous boycottons pour les droits les plus légitimes. Oui. J'aimerais ajouter aussi, par rapport à l'ingratitude, c'est faux et archi-faux, puisque les médecins actuellement, ils couvrent le manque de couverture sanitaire du royaume. Comment? Tout simplement par le volontariat et par des caravanes médicales. Toutes les semaines, nous avons 2-3 caravanes médicales dans des zones enclavées où jamais un membre du ministère de la Santé n'y a mis les pieds. Et les médecins, ils y vont avec leurs propres moyens, grâce à des partenaires et une offre de soins, même aussi basique que soit-elle, est fournie à cette population. Et ce que la population doit savoir ce soir, et c'est bien puisque c'est le titre de l'émission pour comprendre, c'est que le combat actuellement des étudiants, des futurs médecins et des médecins, actuellement c'est le combat de la population. On est tous dans le même camp. On est tous pour promouvoir la santé au Maroc. On est tous pour améliorer les conditions d'accès aux soins de la population. On est avec eux, on n'est pas contre eux. Alors, justement, parce qu'on a des tweets dans ce sens-là, je lis juste un extrait du serment d'Hippocrate.
Très bien. Parce que je me suis dit, quand même, j'avais jamais jeté un coup d'œil. Je me suis dit, je vais y aller. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Bon, vous voyez ma question en filigrane dans tout ça et la perception que les citoyens peuvent avoir. Est-ce que cette partie du serment d'Hippocrate doit être appliquée, quelle qu'elle soit? Mais quand on voit les chiffres les chiffres sont têtus en termes de répartition sur le territoire. Est-ce qu'on a du mal quand même à amener les médecins vers... Vous me dites, ils sont prêts à y aller, mais les chiffres sont là pour nous dire qu'il y a très peu de médecins dans les zones enclavées. Quand on dit médecin, c'est médecin public et privé. Oui. Est-ce que dans tous les domaines, on a donné des privilèges à des investisseurs pour investir, que ce soit dans l'agriculture, dans autre chose, au milieu rural, dans des régions lointaines? Est-ce qu'on a encouragé un médecin généraliste à s'installer dans un milieu rural? Est-ce qu'on a encouragé un médecin généraliste spécialiste à partir dans une zone enclavée pendant une durée déterminée? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, un médecin est affecté, il peut rester dans une zone enclavée pendant 5 ans, et quelqu'un d'autre, pour d'autres raisons, il peut passer 3 mois et revenir à Meknes ou Fès. Il peut passer 3 mois dans une région lointaine et revenir par miracle à une ville qui est très proche de la capitale. Donc, moi, je pense que... Vous êtes déjà tous allés, enfin, bon, vous pas encore, mais vous êtes déjà allé dans une zone enclavée? Bien sûr. Oui. J'y vais régulièrement. Où? Je suis allé dans la région de Tinré, dans la région d'Agadir, dans la région... Et quand je dis la région d'Agadir, c'est pas Agadir, Oui, vous m'entendez bien. Oui. C'est bien des patelins, entre guillemets, où on va au contact de cette population, dans la région d'Azilal aussi, où il y a des zones carrément où il n'y a pas de route, où il n'y a pas il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la ville là-bas. Et le ministère de la Santé ne les a pas vus non plus. Mais nous les avons vus et nous les avons traités. Et ça, on l'a fait d'un titre gracieux. Donc, effectivement, on répond au traitement d'Hippocrate, on le respecte, sauf que Hippocrate n'aurait jamais imaginé qu'un jour au Maroc, le médecin aurait été aussi dénigré que ça, qu'il l'est actuellement. Bon, bien remonté. J'en ai une. Le service, ça me permettra de vous poser une question sur on avait parlé de la rémunération et c'est important de faire comprendre aussi, de comprendre comment ça va fonctionner. Le service civil obligatoire, c'est sur un tweet, condamne les futurs médecins à mort. Donc on a vraiment des mots chocs. Quel sera leur destin après les 2 ans du service? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui leur arrive après ces 2 ans? Qu'est-ce qui est prévu? Ou c'est au petit bonheur la chance? Bien évidemment. Alors, c'est très simple. Ce que le tweet veut dire, c'est que, par exemple, pour être pratique, donc on a aujourd'hui 2000 médecins qui vont travailler pendant les 2 ans. Oui. Et après, il y aura des nouveaux lauréats. Des nouveaux lauréats, donc, qui vont remplacer les anciens. Oui. Les anciens 2000. C'est-à-dire, on a 2000 aujourd'hui. Après 2 ans, on aura des nouveaux 2000. Oui. Qu'est-ce qu'on fera avec les anciens 2000? C'est ça la Oui, question. non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà, c'est ça. Bon, je voulais réagir à cette question. Vous savez quoi? On va réagir juste après la pause. On fait une petite pause et on revient là-dessus. Et on pourra revoir un deuxième sujet sur toutes les actions qui sont prévues, et notamment demain. Tout de suite.